force de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Oikos de Jean-Louis Tourné aux éditions Albiane est mon coup de cœur littéraire du moment. Un roman policier sombre, inquiétant au cœur d'une Grèce intemporelle. Quand la plus belle des civilisations convoque l'esprit du polar, cela donne une enquête haletante. On retrouve une littérature proche de L'or est un poison, précédent livre de l'auteur, une plume rapide, une narration qui oscille entre le tumulte et le fracas. Un récit pour tous les promeneurs d'utopie et les amoureux de thrillers philosophiques. Oikos de Jean-Louis Tourné aux éditions Albiane, fortement recommandé par toute l'équipe de Pendant le 20h. Les titres. En Méditerranée, le populisme, nouvelle transgression politique, les regards des journalistes Sandra Alphonse et Sébastien Pisane. Dans la seconde partie, quels sont les ressorts du populisme avec nos esprits critiques Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. L'ordre démocratique libéral régit les sociétés contemporaines depuis 1945, mais l'année 2016 a été marquée par un retour des courants sociétaux et idéologiques dits populistes. En Méditerranée, est-ce la nouvelle transgression politique? C'est la séquence point de vue de Pendant le 20h. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Sandra Alphonse, journaliste, le magazine Art, et Sébastien Pisane, journaliste, Corse Matin. Les expressions majorité silencieuse, la voix du peuple contre les élites, ou encore Trump et la trumpisation des esprits, vous l'avez entendu, la trumpisation des esprits, ont trouvé une concrétisation dans des résultats politiques récents. Je pense évidemment au Brexit, à l'élection de Trump, nous l'avons dit, et à la présence au second tour de l'élection présidentielle de Marine Le Pen. En Méditerranée, l'émergence de Syriza en Grèce, de Podemos en Espagne ou de Beppe Grillo en Italie participe de la même dynamique. Sébastien, le populisme, est-ce aussi une rhétorique? C'est d'abord une rhétorique. Bon, là, vous mettez un peu tout le monde dans le même sac. Il faudrait presque revenir un peu au cas par cas. Mais c'est mon côté. Par rapport à votre question, bien sûr que c'est une rhétorique. On retrouve un certain nombre d'éléments que partagent les mouvements ou les personnalités politiques qui donnent dans le populisme. Par exemple, il y a cette espèce de dichotomie entre eux, que l'on désigne d'un doigt accusateur. Eux, ça peut être les immigrés, ça peut être nous y reviendrons, voilà, enfin il y a tout un tas de les Chinois dans certains cas ou les élites. Et puis il y a le nous, bien sûr, qui s'oppose toujours à ce eux. C'est-à-dire c'est les Français, c'est les travailleurs, ça dépend un petit peu des cas de figure. Mais vous voyez qu'on est dans une rhétorique du conflit, dans une rhétorique où on essaie d'invoquer le peuple et finalement les attaques dont il ferait l'objet pour essayer de le mobiliser contre un adversaire. Alors la rhétorique, c'est le fil d'Ariane. Quand je cite Podemos, quand je cite Syriza, quand je cite Beppe Grillo ou les tenants du Brexit ou Marine Le Pen, vous comprenez bien que c'est dans la rhétorique, c'est parce qu'ils utilisent eux-mêmes des formules dans leur discours, la voix du peuple, les élites qui sont souvent montrées du doigt par les tenants de cette pratique politique. Est-ce que d'ailleurs je peux dire pratique politique? Vous pouvez même dire doctrine politique, parce que actuellement il y a une confusion volontaire ou pas d'ailleurs entre le populisme et la démagogie. Oui. Or, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le populisme, à l'origine, et on pourrait remonter à l'Empire romain, c'est une doctrine politique qui consiste avant tout à œuvrer dans l'intérêt... tomber dans le néologisme quand même en invoquant nos amis les Romains. Enfin, ou plus exactement, quelque chose d'assez anachronique, voilà ce que je voulais vous dire. Il ne faut pas faire ce... Enfin, moi, ces raccourcis me gênent parce que je pense qu'on assiste actuellement à une forme très particulière, un moment très charnière même de notre histoire. Oui, alors ça n'est pas un raccourci, c'est un retour à la filiation, en fait, si vous voulez, de l'expression populisme. Au départ, c'était l'idée d'œuvrer pour le peuple. Et d'ailleurs, il a pu se produire dans l'histoire que ce ne soit pas des gens forcément issus du peuple qui œuvraient pour le peuple en question. Hein. Regardez Trump et Le Pen, voilà, ils sont pas trop issus du peuple. Ça l'a été rarement, mais au départ, c'est ça. Que s'est-il passé ensuite? Alors, on parle de l'Empire romain, on pourrait parler aussi du pacte capétien, qui fonctionnait aussi un petit peu de la même manière, avec cette idée de protection du roi ou d'une entité par rapport au peuple. Il y avait donc cette espèce de retour et de réciprocité. Et nous en arrivons ensuite, alors là je vais faire un raccourci historique très rapide, on en arrive à la Révolution où là,
le pouvoir est en quelque sorte rendu directement au peuple. Et on se retrouve dans ce qu'on peut appeler un système démocratique avec le concept de peuple souverain, et c'est là qu'apparaît justement l'idée de démagogie qui revient à en quelque sorte produire toute une série d'argumentaires et de définitions pour flatter le peuple dans un certain sens, afin d'en avoir systématiquement Oui, mais vous le disiez vous. le retour en termes de légitimité. Je vais m'accrocher parce que voilà. Donc, la question, il faut quand même en revenir à l'origine de voilà, ce mot. on va essayer justement, parce que la rhétorique est importante, la sémantique également, on va essayer de donner une définition du populisme, sachant que le sujet, c'est le populisme en Méditerranée, nous sommes d'accord. Tout à fait. Une double définition même de l'historien suisse Damik Skanderovic, définition qui s'applique au populisme en Méditerranée. Il dit ceci dans le journal Libération. Deux positions s'affrontent. D'un côté, le populisme défini comme une forme politique, il s'agit d'un style, d'une stratégie, et de l'autre côté, le populisme est pensé comme une idéologie, une doctrine qui est un manichéisme, une dichotomie peuple-élite servant à expliquer le monde. Il applique ceci à la Méditerranée en pensant à l'Italie, à Beppe Grillo, mais avant Beppe Grillo, à Berlusconi notamment. Il applique ceci au mouvement grec, il applique ceci à l'Espagne, Syriza, Podemos, évidemment. Oui, bah alors le style, ça, est-ce qu'il y a un style méditerranéen? Là-dessus, je suis un petit peu gêné aux entournures parce que je ne partage pas forcément cette façon d'envisager les choses. Ce style qui peut tomber d'ailleurs dans la démagogie, qui consiste à faire des promesses à l'envi, on peut le retrouver absolument partout. Ensuite, une idéologie, on retombe un petit peu sur ce que disait Sandra. Oui, quelque chose effectivement qui s'est ancré, mais là encore, où est notre spécificité méditerranéenne? À partir du moment où on peut quand même établir des passerelles que vous avez établies dès le départ d'ailleurs, en mettant Podemos au même niveau que Trump et dans la rhétorique, dans la rhétorique, attention, bien sûr. dans la rhétorique. Hein. Mais justement, c'est d'abord une rhétorique qui consiste, comme je le disais, à opposer, à diviser. On est d'ailleurs souvent sur des totems qui se retrouvent. Il y a toujours cette idée un peu, vous savez, du complot. Alors ça peut être la finance internationale, ça peut être Bruxelles. On l'entend pas mal, ça, notamment en Méditerranée. Le rapport à Bruxelles qui est compliqué. Doit émerger donc une espèce de chef qui est censé rassembler le peuple, l'unir pour mieux revenir à un âge d'or. Alors là, ça nous renvoie pour le coup, à Trump, l'âge d'or. Ça me fait penser à son Make America Great Again. Voilà, c'est un petit peu ça. On peut retrouver ça en Méditerranée. Mais là où je trouve qu'on est sur quelque chose de très intéressant d'un point de vue historique, c'est que en différentes régions du monde, dont la Méditerranée, effectivement, les mouvements populistes se sont ancrés sur le temps dans nos vies politiques. Est-ce que le populisme, c'est aussi, alors on a parlé de la rhétorique, mais politiquement, c'est ça aussi qui est intéressant de décrypter, est-ce que c'est aussi une réaction des mots, des valeurs, une doctrine politique qui fait face à la réaction? D'après vous, Sandra? C'est déjà en soi... C'est la réaction? Oui, tout à fait. Oui. C'est déjà en soi une réaction. Une réaction à quoi? Et là encore, je vais employer la rhétorique, c'est-à-dire à la confiscation du pouvoir par les élites, à cette impression d'appropriation permanente des richesses par une certaine partie de la population. Mais en même temps, ça n'est pas non plus... on parle de la Méditerranée, et on a l'impression que c'est un phénomène émergent et très récent. Mais vous avez oublié l'expérience argentine avec Perón. Ah bah oui. Voilà, donc... Une forme de populisme de gauche, là, parce qu'effectivement, il y a le populisme de droite, de gauche. Voilà, encore une fois. Et là encore, toujours sur des terreaux où on a essayé de capter une certaine désespérance, un certain sentiment d'oubli, pour l'instrumentaliser en quelque sorte, sans véritablement y répondre. On pourrait dire que ce sont de mauvaises réponses à de bonnes questions. Est-ce que selon vous, c'est une expression politique liée à l'affrontement face à la mondialisation libérale d'un point de vue économique aussi? On a ce sentiment que c'est le fil d'Ariane un petit peu de tous ces mouvements. C'est peut-être pour ça qu'à l'échelle de la planète, on les trouve quasiment au même moment, à égale importance dans divers endroits. Oui, c'est une réaction évidemment
aussi à la mondialisation, à cette espèce d'impression de dissolution, de dilution de certaines classes de la société dans un mouvement qui les laisse sur le bord du chemin. Ça se couple aussi, on y reviendra sans doute ensuite, sur un sentiment de repli identitaire. C'est l'un qui des est quasiment axes, consubstantiel. notamment dans la sphère populiste de droite, pour reprendre ce que disait Sébastien. Oui. C'est l'un des axes, l'immigration. Oui, c'est une des nuances à apporter par rapport à divers mouvements qui, sur le fond, sont équivalents dans leur stratégie. Voilà, je pense que... Et dans ce sens-là, Sébastien, elle est pour vous. Haute citation, Rosan Vallon. Je sais que vous aimez bien. Mais j'aime beaucoup, c'est un des meilleurs spécialistes sur la question. Évidemment. Et bien justement, Pierre qu'est-ce que écrit Pierre Rosan Vallon sur le populisme? Il s'agit d'une forme de réponse que l'on peut juger mauvaise au dysfonctionnement de la démocratie. Il dit ceci dans l'Atelier du pouvoir, émission de France Culture. Dysfonctionnement de la démocratie, c'est aussi dû à une crise démocratique. Bien sûr. Et si on pousse le curseur un peu plus loin, à une crise de la représentation. Hein. Ouais, non, je le rejoins complètement sur ce point-là, parce qu'effectivement, on fait un ensemble de remarques, de constats, mais il faut en venir un petit peu à ce qui peut être à l'origine de l'ensemble de ces mouvements. Moi, je pense, et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'exprime beaucoup mieux que moi Pierre Rosan Vallon, qu'on s'est vu très beau en 1989. Rappelez-vous, le mur de Berlin s'écroule, les pays, ces régimes communistes, partent avec l'eau du bain, j'ai presque envie de vous dire, et voilà, la démocratie a gagné, nous a-t-on dit. Mais je crois que c'était une démocratie tout à fait inaboutie. À un moment donné, il faut être capable aussi de se remettre un minimum en question. Et ce n'est pas parce qu'on fonctionne dans un régime démocratique que l'on a nécessairement toujours la bonne approche et les bonnes solutions. Une partie des populations de ces mêmes pays démocratiques se sont senties en marge. Et Pierre Rosan Vallon le dit très bien, il faut travailler. Alors il dit à complexifier la démocratie, ça fait un petit peu peur. Mais en tout cas, à essayer peut-être de multiplier aussi les organes de contrôle de notre démocratie. C'est une piste, parce que les gens ont besoin de se sentir représentés et bien représentés pour éviter justement aussi de tomber dans des réactions de rejet un petit peu basiques. Oui, alors les organes de contrôle, les organes de représentation, parce que la démocratie, elle tire sa légitimité du peuple, évidemment. C'est son essence, c'est sa vocation, c'est son but. Mais on a pu, justement, certains analystes ont indiqué qu'une des raisons pour lesquelles, par exemple, l'Union européenne pouvait se trouver un petit peu mal perçue, c'est parce que la Commission européenne, ses membres n'étaient pas élus, ils étaient désignés. Donc l'idée du mandat donné par le peuple, et parfois directement par le peuple, on rejoint aussi le principe du référendum ou du plébiscite, avec l'intervention directe du peuple, ou de la démocratie participative. Il faut en revenir là. Si on a des organes de contrôle qui n'ont pas quelque part dans toute l'articulation qui les amène à leur constitution une légitimité populaire, on se retrouvera systématiquement en but au même problème. Alors ce matin, dans une interview donnée sur France Inter, notamment, on évoquait l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Et un de ses lieutenants, Ferron, ancien du Parti socialiste, qui vient de démissionner, a évoqué la structuration du paysage politique national avec cette idée qu'aujourd'hui, la structuration se faisait entre, d'un côté, les libéraux et de l'autre côté, les populistes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, ce clivage a remplacé, en tout cas, on a le sentiment que c'est ce que veut, a remplacé le clivage. Un petit peu, moi, ça me peine terriblement. Parce que le gros souci, pourquoi aujourd'hui, justement, le populisme se réfugie dans un camp qui est celui du camp de la division sociale. Et je crois que personne n'y gagne. C'est parce que, effectivement, cette division traditionnelle droite-gauche est complètement effacée. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron en a pleinement profité et aujourd'hui est propulsé au poste que l'on sait. Moi, ça m'ennuie qu'on entérine cette manière de voir les choses. C'est-à-dire, d'un côté, les méchants populistes qui brasseraient tout un tas d'idées recuites, et puis de l'autre, les libéraux, les progressistes. Je crois que c'est entériné un peu vite, une façon d'envisager la politique. J'aimerais bien, moi, que le paysage politique français se recompose autrement, personnellement. Alors, vous connaissez la règle de l'émission. 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments sur cette question. Le populisme, est-ce la nouvelle transgression politique aujourd'hui, en Méditerranée? Sandra.
Alors, une transgression, véritablement, peut-être pas. On peut peut-être oser aller jusqu'à dire que c'est un mal nécessaire, parce que quelque part, il pointe du doigt des problématiques qui sont importantes, auxquelles il n'apporte pas des réponses adaptées, il apporte peut-être des réponses radicales, mais en tout cas, il permet, par effet justement de réaction à une classe politique qui a un petit peu tendance à s'endormir sur son édredon traditionnel, de se réveiller et d'essayer peut-être enfin de prendre en considération les protestations, la souffrance, la douleur que ces mouvements, que leur succès traduit. Oh Sébastien, je vous ai senti tiquer un peu sur le sursauté, mot nécessité. Le mal 40 nécessaire. secondes, le mal nécessaire. Non, absolument pas. De mon point de vue, ce n'est pas un mal nécessaire. C'est une voix qu'il faut écouter. On est en démocratie et on va la respecter. Malgré tout, il faut réagir intelligemment. On a parlé de dysfonctionnement démocratique. Il y a sans doute des choses à refonder au niveau de du fonctionnement de nos sociétés. Maintenant, je veux attirer votre attention sur un point. Il y a des pays où le populisme a été porté au pouvoir. Ils sont pas très loin, hein. Vous allez voir du côté de la Hongrie. Tiens, et pourquoi pas? On est en Méditerranée, parlons de la Turquie. C'est particulier, la Turquie. Mais au début, c'est une démarche populiste qui est celle d'Erdogan. Vous voyez, on en est rendu. Privation des libertés. On est censé représenter le peuple et au final, vous ne représentez plus que vous-même puisqu'on en est arrivé à la phase finale de ce à quoi peut conduire le populisme, c'est-à-dire la représentation des intérêts particulier. C'est assez paradoxal, vous ne trouvez pas, pour des gens qui étaient censés représenter le peuple au départ. Merci beaucoup à vous deux d'avoir débattu, d'avoir échangé, confronté vos opinions sur cette question. Vous restez dans les coulisses parce que nous avons le débriefing. Vous le connaissez bien, le débriefing. La philosophie, la littérature, le 7e art nous propose des clés pour comprendre les ressorts du populisme. C'est le décryptage culture avec nos esprits critiques, Marie-Ange Philippe et Xavier Affre. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Des échanges riches, une confrontation d'opinions nécessaires sur ces questions-là. Marie-Ange Philippe, sur ma gauche. Oui. Bonsoir Marie-Ange. Bonsoir. Xavier Affre, sur ma droite. Alors on va commencer avec vous Marie-Ange. Penser le populisme avec les Lumières, c'est ainsi que vous avez appréhendé cette notion. Alors je vais montrer. Oui, je me suis inspirée du Philosophie Magazine, du hors-série. Je n'ai pas sorti ça de mon brillant cerveau. Non, la spécificité du populisme, on l'a vu, c'est de capter les passions, les creuser et en faire des arguments. La peur, la colère, la haine. Et justement, le leitmotiv de la philosophie des Lumières, des Diderot, des Voltaire, des Kant, c'est d'ériger la raison contre ces passions, d'installer la raison sur un trône et de faire du doute intellectuel un peu son serviteur. Alors, aie le courage de te servir de ton propre entendement, c'est la devise des Lumières. C'est oser penser à contre-courant, oser penser tout court. Aujourd'hui, on l'a dit avec nos deux journalistes, on assiste un petit peu à un basculement. Cette audace, c'est un peu rangé du côté des discours populistes et s'extraire d'une pensée, on va dire, jugée universaliste est devenu un peu l'apanage des extrêmes. Et les analyses politiques sont perçues souvent comme arrogantes. D'ailleurs, on entend le mot bobo à longueur de journée comme une insulte. C'est assez insupportable. Une insulte populiste par excellence, oui, comme si l'analyse renvoyait à un manque de légitimité de ceux qui portent des idées abstraites sans en souffrir eux-mêmes. Bref. Dans cette logique, si on suit cette logique-là, il s'ensuit un relativisme de la pensée. Et Elisabeth Badinter dit à très juste titre « On n'ose plus combattre les préjugés, aujourd'hui on les respecte ». Donc au nom du chacun son opinion, l'obscurantisme ou le populisme se cache désormais derrière la liberté individuelle et la liberté d'opinion. Alors vous allez me dire, dans ce contexte, la pensée des Lumières a-t-elle encore sa place? Alors dans ce contexte, la pensée des Lumières a-t-elle encore sa place? Merci Philippe, je vous lance cette transition. Il est possible encore de penser avec les Lumières, mais en adaptant bien sûr les problématiques du XXIe siècle. Ne pas faire de la raison non plus un absolu et une morale figée, mais peut-être utiliser la rationalité comme un idéal régulateur. Et je disais à Xavier tout à l'heure, il est temps d'allumer la lumière parce que quand on essaye de marcher dans le noir, on se cogne et on se fait très mal dans le coin de la table. La philo selon Philippe. Voilà, c'est ça aussi le débriefing. Xavier, vous avez choisi un documentaire, Le populisme à la barre, de Catherine Materne, unis dans le rejet des réfugiés. La Pologne, la Hongrie, nous en l'avons un petit peu évoqué avec Sébastien et Sandra, se font les apôtres de la triade nation, tradition, valeurs chrétiennes. C'est exactement ça. Et là, je rejoins
rejoins alors en tout point ce que j'ai entendu de la part de Sébastien Pisagne, parce que on a maintenant un modèle, enfin plusieurs pays où on voit ce qu'a donné le populisme. On peut plus dire qu'ils ne sont plus au pouvoir, parce que certes en France, et je serais tenté de dire heureusement, ça a échoué pour l'instant, mais dans certains pays, on voit. Et ce documentaire, Le populisme à la barre, est intéressant pour ça, parce qu'il montre à la fois les conséquences sur les libertés individuelles et sur l'UE. Et alors, évidemment, les deux exemples que prend le documentaire, et c'est assez éclairant, c'est la Hongrie de Viktor Orban, qui est un charmant monsieur avec qui on aimerait boire des bières et manger des sandwichs tous les week-ends, qui érige des murs, par exemple, quand il s'agit de la crise des migrants. Et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que le populisme est aussi devenu, en quelque sorte, un vrai projet dans ces pays. C'est-à-dire qu'il y a des lois sur la rétention des demandeurs d'asile, il y a une consultation anti-Union européenne, il y a une réforme sur l'audiovisuel, sur la justice, en se moquant assez ouvertement de l'Union européenne d'ailleurs, en disant que finalement, non, on est dans les textes européens, tout va bien. Et puis, l'autre exemple, c'est la Pologne, avec l'arrivée au pouvoir de droit et justice. Alors, j'aime bien les titres des partis populistes. Droit et justice, comme si c'était eux qui étaient les garants du droit seulement et de la justice. Menace sur l'avortement. Ça a échoué il n'y a pas très longtemps, mais il y a eu une tentative d'interdiction totale. Je ne sais pas si vous voyez la régression absolue. Enfin bon, un projet de réforme de société, la neutralisation des contre-pouvoirs, ou alors carrément, on va dire ça aussi, une vision, une relecture de l'histoire. On va éliminer et envoyer avec l'eau du bain la période post-communiste. On va aussi critiquer le libéralisme, évidemment, un peu les étrangers parce qu'ils sont responsables. La dimension révisionnisme, elle existe, exactement. Évidemment, elle est réelle, elle est essentielle même dans la doctrine. Exactement, en créant des tensions, évidemment, dans la société, des manifestations, puis surtout en disant ce genre de choses qui, moi, m'horripilent. Quand en fait, on n'est pas qualifié de vrais patriotes conservateurs, on peut faire une comparaison avec ce qu'on a entendu il n'y a pas très longtemps en France, on est qualifié de polonais de la pire sorte, avec la trahison dans les gènes, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc, quand le populisme est au pouvoir, ou quand c'est un vrai projet politique, c'est très, très, très inquiétant. Sébastien l'a mentionné dans sa conclusion, c'est exactement ce qu'il est en train de se passer, ce que vous êtes en train d'énumérer, exactement ce qu'il est en train de se passer en Turquie sous Erdogan. Exactement la même chose. Vraiment les mêmes principes qui sont appliqués. On va revenir avec vous, Marie-Ange. La littérature. Oui, avec quelque chose de plus léger. Une découverte, le prix du roman populiste. Alors, qui a été créé en 1929, pour récompenser un roman qui, je cite, préfère les gens du peuple comme personnages et les milieux populaires comme décors, à condition qu'ils s'en dégagent une authentique humanité. Alors, vous l'avez compris, on est loin du sens qu'on donne aujourd'hui au mot populiste. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un prix qui a été créé avec un écho politique, parce que c'est en réaction avec un manifeste entre 25 et 30 qui est contre l'analyse psychologique et les élans nombrilistes au détriment de la subtile relation des faits les plus quotidiens. Alors pour résumer en une phrase, c'est le peuple plus le style, une punchline un peu lapidaire, mais qui a su rassembler des auteurs comme Jean-Paul Sartre et Leila Sebar. Oui, excellent choix, et beau clin d'œil également à la littérature. Xavier, on revient avec vous, le 7e art, le cinéma, Chez nous, de Lucas Bellevaux. Quand le mensonge est édicté en argumentaire politique, l'extrême droite est démasquée. Alors c'est l'histoire d'une infirmière à domicile. Ça se passe dans le nord de la France, qui s'occupe de ses enfants, de son père qui est ancien métallurgiste, dans un paysage de France en crise, évidemment. Et on va lui proposer, elle se fait approcher par un parti extrémiste, n'ayons pas peur des mots, c'est le Front National, pour lui proposer d'être candidate aux élections municipales. Alors, le film est peut-être maladroit, il y a peut-être le côté, histoire d'amour, le mélodrame qui est un peu en trop, mais il y a un mérite à ce film, c'est que déjà ça rappelle quand même ce qui se cache derrière le populisme et l'extrême droite, ou les extrêmes d'une manière générale. C'est que derrière la façade bien jolie, bien polissée, il se cache quand même des choses, on va dire, un peu moins polissées. Le mépris de l'autre, le mensonge, qui est souvent érigé en vérité en quelque sorte, parce qu'on dit beaucoup de mensonges, mais ça apparaît comme des vérités qu'on ne peut pas d'ailleurs critiquer. Pour remarquer dans les débats, souvent quand on le fait, on se fait déboulonner. Et puis... le mérite du film aussi, c'est de dire, et moi j'y tiens beaucoup, que derrière chaque populiste, il n'y a pas forcément un fou. C'est important de le dire encore une fois, ce sont des gens sains, il n'y a pas de folie, il n'y a pas forcément, même des fois, pas forcément d'idéologue absolument. Ça naît un peu de la banalité. Alors j'aime bien cette idée d'Hannah Arendt, qu'on reprenait il y a très longtemps pour autre chose, c'était pas pour ça, où elle disait que l'horreur naissait de la banalité du quotidien. C'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher bien loin pour trouver les horreurs. Et le film a au moins ce mérite-là. Maintenant, la question que moi je me pose, est-ce qu'un film peut servir une cause, et en tout cas celle-là,
Je ne suis pas sûr. Il n'y a pas vraiment d'efficacité. Rappelez-vous Fahrenheit 9/11 contre Bush, de Michael Moore. Aucune influence, je veux dire, c'est difficile de parler à des gens qui sont ultra convaincus, mais il y a un travail peut-être à faire, évidemment en profondeur, comme le disait Sébastien. Mais cela permet le décryptage, en tout cas. Ça permet le décryptage, cela permet de comprendre un petit peu les ressorts liés, notamment pour ce film, au populisme. Quelques mots, il nous reste quelques secondes sur l'actrice qui joue... Émilie Dequesne. Qui joue Marine Le Pen. Non, oui, mais Émilie Dequesne qui est excellente, mais aussi qui joue Marine Le Pen. Catherine Jacob. Alors bon, Catherine Jacob en Le Pen, je me permettrai de dire que je trouve ça assez amusant. Mais oui, non, elle est plutôt intéressante dans le rôle. Vous l'attendiez pas, celle-là? Non, je l'attendais pas, mais je pense qu'elle est en deçà de la réalité même. Oui, nous sommes certainement d'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à Merci. vous deux pour le débriefing de notre débat ce soir autour des populistes, du ressort du populisme. Vous pouvez revoir cette émission sur le site internet de France 3 Corse Vie Astel et sur la page Facebook de notre chaîne. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe évidemment et uniquement pendant le 20h.